Alors bonjour à toutes et à tous et merci d'être là, d'avoir rejoint l'école de Versailles pour la première journée du colloque Claustrophilie, les espaces de la claustration entre désir et transgression. Je souhaite remercier le directeur de l'école, Jean-Christophe Canton, qui n'a pas pu être présent pour le mot de bienvenue, mais qui était heureux de cette initiative. Je souhaite remercier Nathalie Simoneau, directrice du LEAV, pour avoir encouragé ce colloque, pour avoir facilité le montage, pour les discussions sur les contenus que nous avons eus de temps en temps, et pour être ici avec nous pour l'ouverture. Je suis particulièrement reconnaissante à mes collègues Charlotte Poupon et Alexis Markovix, avec qui les échanges ont été très fructueux, à Manon Calbez et à Marie-Christine Martinez pour l'organisation pratique impeccable. Alors, je passerai la parole à Nathalie Simoneau pour son mot de bienvenue. Merci Annalisa. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui en tant que directrice du LEAV au colloque Claustrophilie, les univers de la claustration entre désir et transgression. Ce colloque s'inscrit dans un nouvel axe de recherche mis en place au laboratoire à partir de 2009, axe intitulé Espace, corps, sensibilité, et qui est coordonné par Annalisa Viaty-Navone, professeure à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Annalisa Viaty-Navone vous le dira mieux que moi. Le colloque qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans un important programme de recherche sur les intérieurs qui a déjà donné lieu à plusieurs manifestations scientifiques ces dernières années. Au-delà de l'opportunité de développer de nouvelles recherches sur des domaines encore peu explorés ou sur des sujets qui demandent à porter un regard actualisé, ce programme est aussi l'occasion d'assurer un lien fort avec l'enseignement, puisque des cours, des mémoires et des stages de master sont réalisés sur ce thème. Au-delà de la formation initiale, la recherche sur les intérieurs est également développée dans plusieurs thèses de doctorat actuellement réalisées au laboratoire et dirigées ou co-dirigées par Annalisa Viaty-Navone. Ce programme de recherche est d'autant plus riche qu'il est conduit en partenariat avec d'autres établissements, comme l'École Camondo à Paris ou le Politecnico de Milan, mais aussi des centres de ressources de première main, comme l'Archivio del Moderno à Mendrisio, enfin avec des laboratoires de recherche, comme le Centre de recherche en design de l'École nationale supérieure de Paris-Saclay. Je profite de ces quelques mots pour remercier ma collègue Annalisa Viaty-Navone, mais aussi nos chercheurs du LEAV, Charlotte Poupon et Alexis Markovix, de l'école Camondo, qui sont une force de proposition de toute première qualité pour nous. Tous les trois œuvrent depuis de longs mois au pilotage scientifique de cette manifestation et sont aidés par un comité d'organisation solide constitué d'étudiants et de doctorants de nos établissements respectifs. Je vous souhaite donc à tous un excellent colloque, de très belles journées d'échanges et de discussions. Merci à vous. Merci beaucoup Nathalie. Comme tu l'as dit, ce colloque s'inscrit dans un programme de recherche plus vaste qui nourrit l'un des trois volets de l'axe 4 du LEAV, axe 4 qui est consacré à questionner les rapports entre les espaces, le corps et les émotions. Il est intitulé Espace, corps et sensibilité, et en particulier le volet 2 qui est intitulé Les espaces intérieurs, une approche par le prisme des ambiances. Donc c'est le lieu, en effet, on examine la complexité de ces espaces d'expérimentation, des espaces où collaborent plusieurs acteurs professionnels, collaborent autour d'un même projet, donc architectes, artistes, décorateurs, ensembliers, designers, et
et très souvent, les commanditaires aussi sont impliqués dans le projet des intérieurs. Et donc on examine ces espaces à travers la notion d'ambiance, donc par le prisme du ressenti, de la perception des émotions qui sont déclenchées par des éléments matériels et immatériels, qui donc induisent l'appréciation de la dimension sensorielle des espaces et qui créent donc des atmosphères. En 2019, donc, nous avions organisé ce colloque, un colloque international qui a représenté la première étape d'un projet plus important. Les intérieurs aujourd'hui, méthode de production et d'analyse interdisciplinaire, qui était lancée donc, par le LEAV en partenariat avec l'école Camondo, avec le centre de recherche en design de l'école normale supérieure de Paris-Saclay, le Polytecnico de Milan et l'Archivio del Moderno de l'Université de la Suisse italienne. Et là, nous avions exploré 4 sujets, donc méthodes d'analyse, les méthodes d'analyse des intérieurs, mais aussi les méthodes de conception, les usages et cette trilogie ambiance, ressenti, émotion. Et c'est précisément au cours de ce colloque que, et pendant, peut-être plutôt pendant la préparation des actes, qu'est apparu le mot claustrophilie, auquel une de nos collègues milanaises, Imma Forino, avait fait référence. Et à partir de cet intérêt qui est mûri en fait, au sein de notre laboratoire de recherche et grâce à Charlotte et Alexis en particulier, donc nous avons introduit un enseignement en histoire, en HCA, au niveau licence, donc qui porte justement sur l'histoire des intérieurs, de ces espaces qui sont négligés dans la pédagogie des ENSA, qui sont très peu considérés dans les PFE et qui font presque jamais des sujets qui ne sont pas considérés par les thésards. Disons, ils sont un peu expulsés du monde de l'architecture. Et donc, on est vraiment très heureux d'avoir pu donc, construire des passerelles entre la recherche et la pédagogie. C'est vraiment une chose qui nous tient à cœur, qui a été possible donc, grâce à cette collaboration avec l'école Camondo. Bonjour, merci Annalisa, merci Nathalie pour ces présentations. Donc là, je vais intervenir effectivement plus au nom de l'école Camondo, c'est-à-dire de son département de la recherche, département tout jeune puisqu'il a été créé en septembre 2019. Et donc j'allais dire que la recherche, ça commence à Camondo. Alors ça commence effectivement, vous l'avez dit toutes les deux, par le comité d'organisation qui est quand même formé par 2 alumni, parmi les 3 personnes qui s'en occupent, 2 alumni de Camondo. Pierre-Louis Jiménez et Florence Tajan, tous les 2 diplômés de l'école et qui sont en train de mener des travaux de recherche au sein du LEAV et donc ici à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Et donc on en est très très content et ça continue de fortifier les liens puisque moi en d'autres temps j'ai soutenu ma thèse dans cette même salle il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Et donc on est très très heureux d'être là et merci à vous d'être porteur aussi, Annalisa particulièrement, mais aussi Nathalie, d'être porteur de ces projets de recherche. Alors effectivement, la claustrophilie, c'est cet amour de l'enfermement, de la claustration, qui est venu à propos des intérieurs, on en reparlera, mais des intérieurs victoriens, des intérieurs du 19e siècle. On aura l'occasion de développer cet aspect. Du coup, concerne assez bien ce que l'on fait à l'école Camondo, puisque c'est une école d'architecture intérieure et de design. C'est une école délivrant un diplôme de grade de master qui s'intéresse à l'intériorité, qui s'intéresse aux intérieurs. Et que ce département recherche qui a été créé en 2019, c'est une manière d'initier effectivement une démarche de production de connaissances au sein d'une école et d'une discipline qui n'a pas l'habitude de le faire, en tout cas qui n'avait pas l'habitude de le faire et qui a beaucoup de retard par rapport effectivement au milieu de l'architecture et on s'appuie et bien évidemment sur l'avance des architectes en termes de recherche qui remonte maintenant il y a 30 ou 40 ans et qui effectivement forme un socle extrêmement solide. Alors la rencontre avec l'axe espace, corps, sensibilité s'est fait à travers un programme de recherche qui s'est inscrit
dans les 3 grands axes de recherche du département de l'école Camondo. Premier axe consacré aux nouveaux ensembliers, un deuxième axe aux scénographies et un troisième axe avec un terme qui n'a pas trouvé mieux, les espaces pour demain, c'est-à-dire de parler un peu plus de prospective et d'innovation. Alors c'est au sein des nouveaux ensembliers, la question des ensembliers décorateurs, mais plus largement celle des architectes d'intérieur, des gens qui s'intéressent exclusivement à l'intérieur, que se concrétise un programme autour des intérieurs auquel participe évidemment Annalisa Viati, avec lequel on a des liens et des passerelles, en tout cas avec l'axe ici espace, corps et sensibilité. Ces axes de recherche nous permettent de déployer un certain nombre de programmes et de s'intéresser à cette question d'intériorité au sens large. Et je voudrais juste peut-être revenir à quelques-uns de ces programmes qui parlent de claustrophilie d'une manière ou d'une autre. D'abord celui concernant évidemment les intérieurs, mais plus encore l'axe qui est consacré aux scénographies au pluriel, finalement qui va nous conduire à nous interroger à la fois sur l'espace scénique, mais aussi sur l'espace muséographique, autant de lieux hétérotopiques, enfermés, dans lesquels on s'enferme, j'allais dire, volontairement, et qui sont évidemment des lieux où l'on aime être enfermé. De ces hétérotopies, j'irai jusqu'à un autre programme qui se développe au sein de l'axe Espace pour demain, qui est un programme consacré au prendre soin et à la santé. Nous avons monté l'école Camondo à différents partenariats avec également d'autres écoles nationales supérieures d'architecture, et entre autres celle de Val-de-Seine. Un partenariat tripartite, quadripartite même, puisque c'est un partenariat entre la PHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, l'école d'architecture de Paris Val-de-Seine, et puis le ministère de la Culture qui a soutenu la création d'une chaire de recherche et d'enseignement consacrée à la santé. Alors pourquoi j'en parle? Parce que la santé, évidemment, ça nous conduit à parler de l'hôpital, et l'hôpital, ce sont des lieux d'enfermement, bien sûr, des lieux d'enfermement plutôt contraint. On n'y va pas par plaisir généralement, mais ce qui est assez étonnant et ce qui rejoint effectivement la thématique d'aujourd'hui, c'est que les différents séminaires qui ont déjà eu lieu, on a monté un séminaire qui s'appelle le Continuum et qui parle effectivement de la question de la santé au sens très large, avec des échelles d'appréhension qui vont de la ville, l'urbanisme jusqu'à la question du design, en passant évidemment par l'architecture et l'architecture intérieure. Et bien ces lieux d'enfermement, ces lieux clos, ces lieux protégés sont des lieux aussi ou des espaces que l'on essaye envers et contre tout d'ouvrir sur la ville. Alors c'est un des paradoxes, c'est que la claustrophobie des hôpitaux engendre une sorte de volonté d'ouverture, de porosité avec le monde extérieur, et c'est une des contradictions qui se révèle assez rapidement dès qu'on s'intéresse effectivement au milieu de l'hôpital, qui doit être un lieu protégé, fermé, sécurisé, et dans lequel en général, encore une fois, on se rend mais de manière contrainte. Et par nécessité. Alors plus encore, et là ça rejoint ce qu'évoquait Annalisa, la question du lien avec la pédagogie, du lien avec les cursus ou avec le cursus, et là précisément celui de Camondo. Ça n'est pas exactement dans le cadre de la chaire Archidessa, donc cette chaire consacrée à l'architecture et au design de la santé, mais un partenariat qui a eu lieu il y a maintenant quelques mois, c'était en septembre dernier, entre l'école Camondo et des étudiants de toutes les années d'ailleurs, et l'hôpital Sainte-Anne, plus précisément le GHU Sainte-Anne, et le LABA, le laboratoire de recherche accueil et hospitalité, qui est le laboratoire de recherche en design du GHU Sainte-Anne, où nos étudiants ont planché pendant 15 jours sur la question d'une chambre des urgences psychiatriques, c'est-à-dire comment réaménager et rendre plus attrayantes les chambres d'urgence psychiatriques, sachant que nous sommes dans des espaces hyper contraints, avec des questions de sécurité. Ce qui angoissait les médecins, le personnel soignant, c'était la question principalement du suicide possible, et Dieu sait s'il y en a eu dans ces chambres de patients et de malades. Et le paradoxe, c'est que nos étudiants étaient amenés à travailler sur rendre ces chambres plus attrayantes, plus humaines, plus belles tout simplement, plus efficaces aussi, plus ergonomiques, et en même temps il leur était fortement recommandé de faire en sorte qu'on n'ait pas envie d'y rester. Ce sont des chambres d'urgence psychiatrique, et le principe est effectivement d'en ressortir le plus vite possible. Donc il fallait que ce soit beau, que ce soit attrayant, que ce soit accueillant, mais pas trop, de manière à ce que les patients ne se transforment pas en claustrophiles patentés et n'aient plus envie de sortir. Alors au-delà de ça, évidemment, la question qui a traversé, j'allais dire, l'ensemble de la civilisation depuis 2 ans, c'est-à-dire la pandémie, le confinement, on va en reparler très largement au cours de ces journées, ne serait-ce que dans quelques minutes à propos d'une communication. Et puis cet après-midi, la communication
de Madame Bourdeau-Lepage qui va parler effectivement du confinement à travers des enquêtes pour savoir comment les gens ont vécu cet épisode ou ces différents épisodes de confinement. Alors ça nous renvoie évidemment à des questions tout à fait importantes, on le verra, mais des questions d'organisation de l'espace domestique bien entendu, mais pas que. On peut penser à la question ou au lieu comme celui de l'école, qui est un lieu de rassemblement, voire un lieu d'enfermement si on s'en tient aux théories de Michel Foucault, et un lieu d'enfermement qui est assez paradoxal ou à propos de la question de la claustrophilie. À l'école, quand on est étudiant, généralement, quand on y est, on a de cesse que d'en sortir. Et puis quand on en est sorti, généralement, on a la nostalgie. C'est assez étonnant, mais ça se vérifie assez facilement. Puis on a tous vécu cela au cours du passage dans la vie professionnelle où finalement on regrettait les bancs de l'école. Et puis ça me rappelle toujours cette magie de l'ineffable, cet espace particulier de la salle de classe et de la salle de classe des écoles primaires qui avait été très bien décrite dans ce film Être et avoir de Nicolas Philibert en 2002, où finalement il se passe quelque chose de particulier au sein de cet espace clos entre un instituteur, ou une institutrice, un enseignant et ses élèves, et qui est quand même quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose de quasi occulte, secret, effectivement difficile à verbaliser et à exprimer. Enfin, ça nous conduit à nous interroger sur les milieux extrêmes. Et là, je vais citer la thèse de Charlotte Aufovre-Poupon, la thèse de Charlotte Poupon, directrice pédagogique de l'école Camondo, intitulée Des sous-marins nucléaires aux défis martiens, regard de designer sur la sensorialité des individus en situation d'isolement et de confinement, une thèse qui a été soutenue, tenons-nous bien, en novembre 2019, c'est-à-dire quelques mois avant le confinement, thèse qui avait été dirigée par Anne Volvet de l'Université d'Artois et Marion Trousselard du service de santé des armées, rattaché à l'Institut de recherche biomédicale des armées. Cette thèse, effectivement, parlait des espaces extrêmes, que ce soit les sous-marins, les bases antarctiques, les navettes spatiales, sur cette question de comment on vit quand on est enfermé, comment vit-on, je vais reprendre le titre d'une communication de Charlotte Poupon il y a quelques mois de cela, comment vit-on quand l'extérieur n'existe pas, c'est-à-dire quand on n'a qu'un intérieur et que cet intérieur est extrêmement sommaire, avec tout ce que cela peut comporter à la fois de dispositifs spatiaux, de design, mais aussi de questions de physiologie, de psychologie, les effets sur le physique et sur le corps, et avec évidemment de notre part maintenant, j'allais dire qu'on est passé des sous-marins, des bases antarctiques, eh bien on va essayer d'aller dans l'espace. Et ça, c'est un de nos prochains territoires de conquête. Alors on n'est pas les seuls, hein, on est en train de s'adosser à tout un tas de gens qui travaillent sur ces questions-là, dont l'ANRT par exemple, qui est un programme de recherche et de développement autour de la question de l'objectif Lune, mais aussi d'autres groupements comme Space Cible qui fédèrent des gens qui s'intéressent à l'espace. Et évidemment que pour nos étudiants, architectes d'intérieur, ils s'intéressent à l'espace. Je rappellerai jamais assez que c'est une branche de l'architecture. Eh bien, c'est comment on va vivre dans l'espace, comment vont s'organiser ces stations spatiales, qu'est-ce qu'on va y faire. Ce sont des lieux où l'on va résider, où l'on va vivre, où l'on va habiter, mais où on va aussi travailler. Ce sont aussi des lieux de recherche. Et donc, il y a tout un environnement à penser. Et c'est peut-être là la prochaine étape des programmes de recherche de l'école Camondo. Alors, je passe la parole à Annalisa pour la suite. Merci Alexis. Au cours de cette introduction à Devoir, on reprend quelques phrases de l'appel qu'on aimerait discuter avec vous ces 2 jours. Alors la première, c'est des lieux même de l'enfermement, il arrive que les reclus ne veuillent plus sortir. Alors, avant que le terme ne soit formulé et la notion théorisée en 1983 par Elvio Facchinelli, psychiatre et psychologue italien, en effet, cette tendance était déjà observée par les écrivains. Dans de nombreux romans, la rêverie carcérale, la rêverie claustrale, semble ouvrir en fait, sur des libertés insoupçonnées. Et l'enfermé se sent en effet inadapté à revenir dans un monde qu'il perçoit comme désormais dangereux et étranger. Et c'est cette rêverie que Stendhal décrit dans
dans ces romans, dans ces 4 romans, bien 4, et en particulier dans la Chartreuse de Parme. Et là, je me réfère aux travaux de Françoise Lenoir-Jamelot, où, en effet, les déplacements physiques dans l'espace géographique des héros renvoient à 2 mouvements opposés, donc des mouvements qui sont centrifuges, où les personnages sont excentrés, et des mouvements centripètes, où les personnages se recentrent dans un lieu clos qui est une prison, dans le cas de Julien Sorel, et dans celui de Fabrice Del Dongo. Alors, au cours des 4 romans, en effet, se produit de manière progressive une sorte de réhabilitation du lieu clos, et on assiste au passage de la claustrophobie à la claustrophilie. Alors, si on suit les déplacements de Fabrice, il part en effet d'un centre qui s'appelle Grionta, qui est vraiment un tout petit village sur le lac de Com. Et ensuite, il s'expatrie à Paris, il va combattre à Waterloo. Et à partir de là, de nombreux déplacements ont lieu entre Grionta et d'autres villes italiennes, jusqu'à la fin, où en effet, il se fixe définitivement à Parme pour jouir d'un bonheur qui s'épanouit de plus en plus dans des lieux qui sont clos et qui sont de plus en plus sombres. Donc, après 9 mois, les 9 mois qui coïncident avec les temps de la gestation, passés au sein de la prison, Fabrice n'aura plus envie de se réintégrer à la vie séculière, la vie mondaine, mais il aura une seule obsession, retrouver sa vie en prison. Donc, dans la Chartreuse, en effet, toutes les valeurs subissent comme une inversion, je dirais, et des relations paradoxales s'établissent entre elles. Donc, l'aliénation se trouve-t-elle dans le monde apparemment libre, et la liberté d'être enfin soi n'est-elle possible qu'en prison, donc dans un lieu enfermé. Le claustrophile donc suivrait un procès qui correspond en fait à un désir de retour au ventre maternel, là où le temps ne passerait plus, l'espace fige dans un solipsisme éternel. Une sorte de paradis perdu auquel le claustrophile aspire et vers lequel il régresse lorsque l'adaptation au monde lui paraît trop difficile. Donc, le claustrophile vit dans un présent atemporel, dans un lieu éternel. Et c'est la deuxième phrase que j'ai extrait de notre appel à la communication. Donc, la question du temps. Dans d'autres récits, comme dans le Terrier de Kafka, la perception du temps est complètement perturbée. La question du temps infini, du présentisme qui en découle, en effet, est discutée par Facchinelli. Facchinelli est donc celui qui théorise cette notion et qui identifie ce qu'il appelle une zone claustrophile qui exclut donc le facteur temporel et où les individus s'enfermeraient dans un présent atemporel. Donc un temps qui est en dehors de l'histoire, qui est en dehors, on pourrait dire, de la mémoire et qui s'approche de celui de la méditation, de celui de l'extase. Et Facchinelli, en effet, revient sur ce terme, donc sur l'extase, et où la succession temporelle se transforme dans une coexistence qui est simultanée. Donc, la zone claustrophile est une zone amniotique où les 2 membres du couple, qui sont donc l'enfant et la mère, fusionnent. Et ce qui rend intéressante, à mon avis, la proposition de Facchinelli, c'est que les événements dans cette zone indifférenciée ne se limitent pas à un moment précis de la vie, donc au périnatal, mais en effet, ils sont toujours réactualisés dans le couple analyste-patient. Alors, le patient aime s'enfermer dans le cabinet de l'analyste, y passer le plus de temps possible et prolonger au maximum les temps de la thérapie pour des années, pour des décennies, remplaçant ainsi la figure de la mère avec le médecin, avec l'analyste qui le soigne et qui devrait le sauver. Et donc, le ventre maternel, il remplace le ventre maternel avec l'espace, le cabinet, donc l'espace de la thérapie. Or, Facchinelli est très précis quand il définit le terme claustrophilie. Claustrophilie, oui, c'est la recherche du clos, mais il écrit, je voudrais aussi souligner que cette enceinte, donc ce claustrum, si on le claustrum, ne dessine finalement qu'un lieu clos que l'on peut faire remonter au modèle ou à l'image de l'utérus maternel. Pour moi, elle renvoie avant tout à l'acte de s'enfermer. Donc, la claustrophilie, elle est vraiment, le claustrum est l'acte de s'enfermer. C'est pas un lieu, mais c'est un acte. Donc, de se renfermer, de s'enfermer, de se cloîtrer. Et ceci
est conforme à l'étymologie du mot. Claustrum en latin signifie clé, serrure, verrou et autres. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'il a pris le sens de lieu fermé. Fin de citation. Donc, en dehors de l'univers de la psychiatrie, le claustrophile exprime cette tendance à s'incruster dans son chez-soi, à établir un état d'indissociabilité entre sa propre intériorité et l'intérieur qu'il habite. L'intérieur avec son mobilier, avec ses décors, qui devient donc la projection de son intériorité. Comment alors les architectes et les historiens de l'architecture se sont-ils appropriés cette notion et l'ont rendue opérationnelle? Eh bien, Imma Forino, donc auteur d'un ouvrage de référence pour nous, qui est intitulé L'intérieur dans l'intérieur, elle affirme que l'environnement claustrophile par excellence est un idéal. Un idéal qui trouve une concrétisation possible là où l'individu exprime, donc à travers les aménagements intérieurs, son désir de se barricader, de se nicher dans un refuge, dans un lieu qui est essentiellement fermé et qui est propice aux joies de l'enroulement. Je ne sais pas si j'ai bien traduit les gioie dell'avvolgimento. Je pense que ça rend le sens, les joies de l'enroulement. Donc dans l'imagination, cela se configure généralement comme un monde qui est réduit, un écran intime qui isole physiquement et psychologiquement son habitant dans une niche qui est séparée d'un espace plus vaste. Elle, par exemple, Imma Forino, elle parle de ce système des matrioska, donc des poupées russes, et donc la présence dans des espaces, de petits espaces qui sont comme des mises en abîme, en effet. Et donc, dans l'intérieur, est par exemple la salle à manger du jeune duc de Sessent, dont Sarebu de Wismans, et qui, comme certaines boîtes japonaises qui s'emboîtent les unes dans les autres, cette pièce était enserrée dans une pièce plus grande, qui était la salle à manger, proprement dite, construite par l'architecte. Alors, de nombreux artistes se sont représentés des espaces minuscules, se sont penchés donc sur la question de la claustrophilie et sur les modes des artistes s'approprier de la claustrophilie. Je vais revenir tout à l'heure et je passe la parole à Alexis. Merci Annalisa. Oui, la question du claustrum, la question des lieux utérins, amniotiques, et avec, alors, on a cherché effectivement avec une démarche très intertextualiste, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, on cherchait effectivement avec Annalisa les pistes, les territoires de cette claustrophilie. Et effectivement, de mon côté, alors on aurait pu parler de Jonas, de Moby Dick, de Pinocchio, tous ces gens-là vivant dans des baleines d'une manière ou d'une autre. Et puis, évidemment, très vite, c'est la question de l'espace domestique, la maison, l'habitat, qui est au cœur de cette volonté de repli, de protection, de culture aussi de l'image de soi-même et de recherche d'un refuge contre l'extérieur. Alors cette expérience, on l'a faite et je pense que le fait même, ce que disait Annalisa à l'instant, le claustrum comme acte et non lieu, c'est l'expérience du confinement, effectivement. Et cette expérience du confinement, eh bien, pendant le confinement, j'ai découvert une photographe qu'on a tenté de faire venir ici, qui aurait dû être parmi nous aujourd'hui, mais qui n'a pas pu venir tout simplement de son lieu d'origine, qui est l'Australie. Il s'agit de Lisa Sorgini. Lisa Sorgini est photographe. Elle est photographe donc australienne et elle a mené un travail photographique pendant le confinement, pendant le premier confinement, donc au moment où la planète entière s'est arrêtée de bouger. C'est recluse à l'intérieur de ces espaces domestiques respectifs. Lisa Sorgini, je vous mets la couverture de son livre ici, que l'on peut trouver sans trop de difficulté, Behind Glass, derrière la vitre. Derrière la vitre, qui est en fait un recueil de photographies fait autour de la maternité, c'est-à-dire en fait ce sont des photographies d'enfants et de mères, d'enfants et de parents, d'enfants entre eux, toujours photographiées à travers une vitre, à travers une glace, pour parler de cet isolement, cet enfermement, rendre visible ce que la relation
parents-enfants, mais principalement mère et enfants à d'invisible. Et dans le cadre de cet isolement, pour parler effectivement de tendresse, d'ennui, de tranquillité, d'amour, de frustration, de peur, de désespoir, mais aussi de sensualité, d'incarnation, de corporalité, de maternité bien sûr. Et ces images, alors elles ont été commentées par, à l'occasion de l'introduction à cette préface en tout cas à ce livre, qui a été écrite par Federica Chiocchetti, qui est écrivaine, conservatrice, éditrice et conférencière spécialisée dans la photographie et la littérature, et qui ici a écrit un texte que je vous ai traduit de l'anglais, The Glass Behind. Le livre s'appelle Behind Glass, et traduit donne tout d'abord, dit l'auteur, j'ai besoin de la voix du narrateur. Je commence toujours par chercher la voix du narrateur, car je ne suis pas un Calvino qui ose écrire. Asseyez-vous, détendez-vous, vous êtes sur le point de lire le dernier roman d'Italo Calvino. Mon inquiétude postpartum, donc elle a l'expérience de ce qui est représenté ici par la photographe, m'a rendu incapable de composer un récit plausible. Les images de Lisa m'ont fait me demander comment serait lu un texte écrit dans la perspective de la vitre, l'ennemi translucide qui nous rappelle cruellement que nous sommes enfermés. Si j'étais le verre dans les images de Lisa, si j'étais la vitre, quel type de texte écrirais-je? Une lettre m'a semblé appropriée dans ce scénario farfelu. Alors c'est parti. Et voici le texte de la vitre. Je sais que j'ai récemment rejoint la liste noire des objets pandémiques avec mon halo négatif d'oppression et de claustrophobie. Mais n'oubliez pas une chose importante, votre regard me transperce et je suis transparente pour une raison. À travers moi, vous pouvez regarder devant vous. Vous avez besoin d'être vu. Bien à vous, la vitre. Alors ces images, elles sont assez poignantes, elles sont assez étonnantes parce qu'elles sont sans lieu, elles sont sans espace. C'est-à-dire qu'en dehors de la vitre, en dehors du reflet, en dehors des fluides qui maculent les vitres, des traces de doigts, mais aussi des traces de compote, de vomi, de tout un tas de liquides qui viennent se mettre dessus. Ces vitres, elles servent de filtre, et elles servent de filtre à quoi? À nous montrer des corps, à nous montrer une incarnation, à nous montrer des chairs, à nous montrer quelque chose d'éminemment haptique, c'est-à-dire quelque chose qui fait intervenir le corps avant toute autre chose. Et c'est peut-être là le point fort de ces images. Alors, encore une fois, qu'on a découvert, vraiment que j'ai découvert pendant le confinement, sur le site Instagram de Liza Sorgini, je vous y renvoie, si vous voulez voir d'autres images. Elle est exposée un peu partout dans le monde actuellement, et qui renvoie à ce que cette question de la claustrophilie a, à mon avis, d'essentiel, c'est que c'est une contrainte imposée au corps et à l'esprit, et que finalement, peu importe l'espace dans lequel on se trouve. Alors, peu importe, pas complètement. Ici, ce sont des espaces domestiques, bien sûr, ce sont des maisons. Et là, j'allais dire que l'historien de l'architecture, voire un tout petit peu de l'architecture intérieure maintenant, est ressorti en ce qui me concerne, c'est-à-dire de parler de la maison. Et la maison, effectivement, on sait quand ça commence à se théoriser sur l'art et la manière d'aménager une maison. Je vous montre ici le traité d'Henri Havard qui date de 1884. L'art dans la maison, c'est un manuel, c'est une grammaire de l'ameublement, c'est un manuel de décoration intérieure et d'ameublement, alors qui est important pour les historiens des arts décoratifs, parce que les années 1880, c'est le moment où justement cette discipline devient savante, s'organise. Ici, avec un Henri Havard qui n'a rien à voir avec les tapissiers ou les fabricants de meubles, mais qui est bien quelqu'un de parfaitement savant, appartenant au monde de l'académie, et qui ici va effectivement proposer une recette, une manière de penser les intérieurs, de penser la décoration intérieure, à un moment même où le métier de décorateur est en train de devenir le métier d'artiste décorateur et aboutira en 1901 à la fondation de la Société des artistes décorateurs. Ce manuel de décoration, il nous intéresse parce qu'il est évidemment une espèce de réquisitoire contre les styles Louis. Les styles Louis, le Louis XII, le Louis XIII, le Louis XV, le Louis XIV, quelques Henri qui se promènent par-ci par-là, le 2 et le 4, et avec ça vous avez à peu près tout le répertoire iconographique et surtout décoratif du 19e siècle. Ce siècle sans style, en tout cas qui avait l'impression de l'être, et qui a emprunté à tous les autres une écriture qui a été fortement critiquée, voire condamnée par les modernes au 20e siècle. Dans ce livre, Henri Havard condamne évidemment l'éclectisme du 19e siècle et puis l'empire des tapissiers décorateurs ou des tapissiers tout simplement, et il va traduire cela
par quelques phrases que je vous cite ici. En quoi, dira-t-on, sommes-nous donc, nous autres du 19e siècle, tellement rivés à un art officiel, à des préceptes définis, à un style inflexible qui nous soit interdit d'y mêler une parcelle de nous-mêmes? Et quoi, les formules qui nous régissent sont-elles donc si précises qu'en dehors d'elles, tout soit mensonge, imposture, mauvais goût? En aucune façon, et nous allons le démontrer. Et il cite assez rapidement, et ça c'est très intéressant, Viollet-le-Duc. Il s'établit entre les hommes et les objets qui les entourent, a dit fort justement monsieur Viollet-le-Duc. Alors, je vous rappelle que Viollet-le-Duc est un immense architecte, immense restaurateur, mais ça a été aussi l'un des principaux enseignants de la décoration intérieure, de l'intérieur des édifices, à l'école, future école des arts décoratifs, dès les années 1830 et pendant une bonne partie de sa carrière, où il va, à mon avis, créer même la discipline autour de la question de la restauration. Certains rapports harmonieux qui donnent aux habitations un caractère comme une âme. Si nos ancêtres nous ont laissé tant de preuves d'un goût heureux, d'une inspiration féconde et d'une infatigable imagination, c'est qu'ils étaient en possession de cette qualité qui distingue les races vieillies sur le sol, qui les a vues naître. Une sève absolument personnelle, secondée par une longue imitation, c'est qu'ils étaient, pour me servir d'une expression de Saint-Simon, et cette fois-ci Havard cite le duc de Saint-Simon qui rappelle quand même que la claustrophilie a été organisée par l'État au XVIIe siècle, c'est juste derrière les fenêtres, ça s'appelle le château de Versailles, des gens possédant l'écorce de tous les arts, de toutes les fabriques et de tous les métiers. Il va prôner effectivement le sur-mesure, l'objet unique et l'implication du commanditaire de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire de celui qui va vivre ces espaces, pour éviter de se faire mener par les tapissiers et les fabricants qui ont tendance à proposer des solutions clés en main qui sont parfaitement stéréotypées. Il va donc conclure dans son premier chapitre, ajoutons qu'à cette transformation fort curieuse, et là il parle de toute l'ère industrielle du 19e siècle, typique même, ne s'est pas opérée seulement dans le mobilier. De même qu'on ne voit plus comme jadis un honnête homme se rendre chez le marchand de draps pour lever un coupon et le livrer ensuite au culottier, au giletier et au tailleur d'habits. En 8 jours, un tailleur vous habille, non suivant votre tempérament, votre âge et votre position, mais à la mode. Pareillement, en quelques semaines, le tapissier vous débarrassant de toute préoccupation et de tout souci, meuble et drape la maison de la cave au grenier. Mais qu'en résulte-t-il? C'est qu'en outre, la solidité qui désormais fait défaut, évidemment c'est de mauvaise qualité, vous vous en doutez bien, tailleurs et tapissiers vous ont vêtu et meublé d'après des formules générales, d'après des modèles d'une vulgarité obligatoire. Meubles et vêtements portent l'empreinte de ce goût moyen dont nous parlions à l'instant, qui convient à tout le monde et ne satisfait personne. Et là, c'est tout l'art du décorateur, évidemment, qui est mis en avant, celui du sur-mesure, celui de la pièce unique, celui de l'artisanat, mais bien dessiné, dirigé, conçu en partenariat entre la conception, le concepteur et le fabricant-réalisateur. Alors, je vous montre les planches du Havard, elles sont absolument extraordinaires parce qu'on voit des chantiers de décoration, comme quoi l'artiste décorateur était un maître d'œuvre. Ici, ce sont tous les corps de métier qui arrivent et qui sont reçus par le décorateur en haut de l'escalier de cet immeuble que l'on imagine haussmannien. Peu importe, cette idée que l'adaptation au goût d'une personne et que tout le 19e siècle va tourner autour de cette notion d'une intériorité individualisée, singulière, adaptée à la personnalité de son propriétaire. Alors Annalisa en parlait à l'instant, c'est là qu'arrive Joris Karl Huysmans. Et entre autres son œuvre, peut-être l'une de ses œuvres majeures, À rebours, dont Huysmans dira lui-même que c'est un roman qui contient tous les autres et tous ceux qui le suivront. Le roman de Huysmans, À rebours, qui date justement de 1884, faut-il y voir un hasard, c'est la même année d'édition que l'ouvrage de Havard, qui a tant d'importance sur le plan de la chronologie des arts décoratifs. Le premier titre de ce roman, il a failli s'appeler Seul. Il s'est appelé À rebours. Et donc Seul, c'est l'histoire d'un personnage qui va effectivement s'enfermer. Alors s'enfermer, s'éloigner d'abord, s'éloigner de Paris, des mondanités, de la vie trépidante qu'il menait dans la capitale, s'éloigner des futilités, des amusements faciles, des divertissements parfois condamnables qui ont marqué une partie de sa vie. Et ce roman raconte absolument rien.
en dehors de quelqu'un qui va s'enfermer à Fontenay-aux-Roses dans une maison, un pavillon de banlieue. Alors à l'époque c'est la grande banlieue, hein. C'est évidemment très très éloigné du cœur des villes, et avec un personnage des Esseintes que rappelait tout à l'heure et que signalait Annalisa, qui est véritablement la figure du dandy du 19e siècle, dandy romantique mais aussi élitiste, qui n'a pas de mots assez durs pour ses contemporains, pour la société dans laquelle il vit, qu'il déteste cordialement. Il est d'un cynisme qui est évidemment parfois très drôle, parfois très dur, mais c'est quelqu'un qui va trouver le salut dans la culture de l'esthétique, c'est-à-dire c'est un esthète, et finalement le salut de Des Esseintes va passer par l'art, les arts, quels qu'ils soient d'ailleurs, sans faire de distinction aucune entre beaux-arts et arts décoratifs, entre art majeur ou art mineur. Et la première partie du roman, dans lequel, encore une fois, il ne se passe rien, il n'y a pas d'intrigue. De ce point de vue, le roman de Huysmans est évidemment novateur au XIXe siècle. Il va aménager sa maison. Et ce texte a été vu par certains spécialistes de la littérature. Je vais citer Françoise Courte-Pérez, professeure de littérature française à l'université de Rouen, qui disait c'est un véritable manuel de décorateur. Et effectivement, Des Esseintes, l'action de Des Esseintes à rebours est un véritable manifeste de décoration, où l'on va trouver des propos très précis sur l'aménagement intérieur de la maison qui va être vraiment pensée dès le début du roman comme un refuge, comme un cloître, comme un endroit à part. Alors je vous cite à rebours, dans les premiers chapitres du livre, déjà il rêvait à une Thébaïde raffinée, à un désert confortable, à une arche immobile et tiède où il se réfugierait loin de l'incessant déluge de la sottise humaine. Cette idée que le personnage principal cherche véritablement la claustration et le retrait par rapport au monde. Immédiatement après, à quelle perquisition n'avait-il pas eu recours et à quelle méditation ne s'était-il point livré avant que de confier son logement au tapissier? C'est exactement ce que nous disait Havard. Des Esseintes ne s'en laisse pas compter. Il va faire intervenir des artisans, des tapissiers. Il se fait construire une maison par un architecte, mais il a pensé avant à ce qu'il voulait, et évidemment, il va vouloir la maison la plus excentrique possible. Lorsque la maison de Fontenay fut prête et agencée, suivant ses désirs et ses plans par un architecte, lorsqu'il ne resta plus qu'à déterminer l'ordonnance et l'ameublement du décor, il passa de nouveau et longuement en revue la série des couleurs et des nuances. Lisez le chapitre sur les couleurs, tout étudiant en architecture et en architecture intérieure devrait le lire. C'est évidemment un manifeste de la manière de traiter effectivement la mise en couleur et la polychromie des espaces, où Des Esseintes fixera sa préférence sur l'orangé, expliquant à quel point ses contemporains bourgeois, évidemment avec beaucoup de mépris, n'osent pas ces couleurs franches et ils recherchent des couleurs qui puissent réagir et exister dans le noir et dans la nuit, puisqu'effectivement en plus Des Esseintes vit en partie la nuit. Il vit de rien quasiment, il ne mange pas ou très peu, il est totalement anorexique, et il va se livrer à toutes sortes d'excentricités. Annalisa le citait tout à l'heure, la salle à manger qui est une véritable boîte à l'intérieur de la boîte, qu'il va penser comme une espèce de cabine de bateau où il nous dit à un moment du roman, je ne vous ressors pas la citation, c'est une sorte de brique immobile où il va pouvoir faire des voyages sans bouger de Fontenay, tout en restant effectivement dans sa maison. Excentricités qui vont le conduire à se poser la question des murs, que mettre sur les murs, de la couleur du papier peint, des tapisseries. Eh bien non, il se résolut en fin de compte à faire relier ces murs comme des livres, avec du maroquin à gros grains écrasés, avec de la peau du cap glacée par de fortes plaques d'acier sous une puissante presse. Alors après avoir réfléchi à la chambre évidemment c'est l'endroit clé majeur de cette maison, avec effectivement sa salle à manger bien sûr, il va la penser comme une cellule. Tel un ermite, il était mûr pour l'isolement, harassé de la vie, n'entendant plus rien d'elle, tel qu'un moine aussi, il était accablé d'une lassitude immense, d'un besoin de recueillement, d'un désir de ne plus avoir rien de commun avec les profanes, qui étaient pour lui les utilitaires et les imbéciles. En résumé, bien qu'il n'éprouvât aucune vocation
dévotion pour l'état de grâce. Il se sentait une réelle sympathie pour ces gens enfermés dans des monastères, persécutés par une haineuse société qui ne leur pardonne ni le juste mépris qu'ils ont pour elle, ni la volonté qu'ils affirment de racheter, d'expier par un long silence le dévergondage toujours croissant de ces conversations saugrenues ou niaises. Le fait est que son modèle va être la chambre de moine, la cellule dépouillée de la claustration, mais alors qu'il va esthétiser, c'est-à-dire qu'il va la sublimer en la tendant de sublimes tentures et de très beaux tissus, de manière à en faire une chambre de moine luxueuse, augmentée, dans laquelle il pourrait avoir ces expériences de esthétique qui le tiennent à flot, puisque au milieu de cette solitude où il vivait, sans nouvel aliment, sans impression fraîchement subie, sans renouvellement de pensée, sans cet échange de sensations venues du dehors, de la fréquentation du monde, de l'existence menée en commun, dans ce confinement contre nature où il s'entêtait, toutes les questions oubliées pendant son séjour à Paris se posaient à nouveau comme d'irritants problèmes. Que se passe-t-il des esseintes rumines, des esseintes à un corps qui l'encombre, qui est malade, qui le fait souffrir, des esseintes s'est retiré d'un monde dans lequel il a pratiqué tous les excès, bien sûr, avant de se retirer du monde, justement. Et des esseintes va progressivement, dans cette espèce de névrose omniprésente tout au long du livre, arriver à ces questions qu'il avait évacuées et qui vont revenir au galop une fois qu'il est seul et que sa maison est enfin aménagée. Et il nous le dit, c'est en fait pour arriver au raffinement extraterrestre, aux spéculations quasi-théologiques, élan vers un idéal, vers un univers inconnu, désirable comme celle que nous promettent les Écritures. Et en fait, Des Esseintes va avoir sa crise mystique à l'intérieur de sa prison, prison volontaire, bien entendu, parfaitement voulue. Alors, au cours du roman, on va tout passer en revue. La décoration intérieure, la question de la littérature. Alors, l'auteur Huysmans nous fait un cours de littérature latine où il va évidemment tirer un portrait très peu flatteur des grands auteurs latins classiques. C'est un travail d'érudition, ce livre est évidemment un livre d'érudits, mais aussi toute la littérature contemporaine où là on va mettre au pinacle des gens comme Baudelaire ou encore Barbey d'Aurevilly, Le bonheur dans le crime, ces romans quelque peu transgressifs qui vont être prônés par Des Esseintes. On va passer de la question de la littérature à celle de la peinture, ici avec les tableaux que Des Esseintes va choisir de poser sur ses murs, entre autres quelques pages absolument mémorables sur Gustave Moreau et la Salomé dansant devant Hérode, où l'auteur va avoir ici une interprétation des Écritures qu'on ne voit nulle part ailleurs dans cette représentation fantastique et parfois effrayante, et puis des dessins et des fusains et des gravures d'Odilon Redon, dont les fameuses araignées à tête humaine. Ce sont des images qui sont toutes plus oniriques, voire cauchemardesques les unes que les autres. Des Esseintes va, comme pour une manière d'expier aussi sa haine du monde, son cynisme personnel, il va couvrir son vestibule de gravures de Jan Lukian, ici la cruauté horrible des Espagnols au saccagement d'Anvers, commis sur une certaine fiancée en 1576. Ce sont des images de violence. Lukian, c'est un peu l'équivalent de Jacques Callot avec Les misères de la guerre, où on va avoir des scènes de crime omniprésentes chez Des Esseintes. Alors, je vous passe, mais il y a évidemment un chapitre sur les fleurs. À un moment donné, il n'est pas bien, il va se réfugier dans le jardin, et là, il va collecter des fleurs, les acheter, les commander, cherchant les formes les plus originales, les moins courantes. Il a dans son salon un orgue à alcool, et là dans son orgue à alcool, c'est drôle, ça rappelle Boris Vian un siècle plus tard quasiment, un orgue à alcool où il a des liqueurs tout à fait particulières, où il collectionne des liqueurs. Il va s'intéresser aux odeurs. À un moment donné, il compose des parfums. Il finira par organiser un chapitre Huysmans sur la musique, où ça passera évidemment par la musique. Alors il
il revient toujours, le personnage principal, à son enfance, c'est-à-dire que le fait d'être enfermé le renvoie à son éducation première, entre autres chez les religieux, et il reviendra sur la musique religieuse pour finir par dire qu'il n'y a qu'une seule musique qui trouve gré à ses oreilles, c'est la musique des monastères, c'est la musique des moines, c'est les chants grégoriens, alors qu'il ne supporte pas les lieds de Schubert qu'il trouve absolument inaudibles et qui lui provoquent des crises. Alors une fois qu'on a passé effectivement son goût pour Edgar Poe, pour Flaubert, pour Edmond de Goncourt, qu'il trouve être l'un des plus grands auteurs de son temps, il va s'intéresser, il va essayer il va voyager, pardonnez-moi, il va partir pour Londres. Alors son voyage à Londres ne s'arrêtera qu'à la gare Saint-Lazare, où finalement il a eu tellement d'émotions et il a tellement vu de choses entre Fontenay et Saint-Lazare que ça lui suffit, comme il dit, entre les deux il a vu beaucoup d'anglais et finalement il rentre chez lui et son envie de voyage se calmera et sera rassasié de cette manière-là. Je crois qu'il faut peut-être, en termes de cynisme, rappeler l'épisode de la tortue dont on parle très souvent. La tortue du Huysmans, à un moment donné, il veut décorer un tapis. Il se dit quel meuble je pourrais y mettre, ça ne va pas. Tout son problème, c'est la question des contrastes sous la lumière et dans l'ombre. Et donc, il va trouver la bonne idée, c'est d'y mettre une tortue vivante, bien sûr. Et là, on entre dans des choses absolument incroyables pour nous. C'est du mobilier vivant. Et il achète une tortue comme un mobilier, comme un objet mobilier, qui est effectivement mobile, qui est effectivement vivante. Et puis finalement, il trouve qu'elle ne se détache pas assez visuellement du tapis, on ne la voit pas. Et donc il va en faire sertir la carapace de pierres précieuses. Et là, nous avons effectivement un chapitre entier sur les pierres dures, les pierres semi-précieuses, qui permettent à Huysmans de montrer toute sa science, effectivement, des gemmes. Et la carapace de la tortue va être couverte, sertie de pierres précieuses. Et puis c'est là où Des Esseintes est un personnage absolument d'un cynisme remarquable. Quand il rentre un soir, il voit que la tortue est morte. Et là, il signale effectivement, où il dit « elle n'a pas supporté le luxe, cette pauvre tortue ». Voilà. Et donc on passe effectivement à autre chose. Ce qui est très intéressant, c'est le goût pour cet intérieur est aussi systématiquement chez Des Esseintes, mais c'est toute une génération ici, on pourrait retrouver la même chose chez Baudelaire et chez d'autres, chez Proust aussi, c'est l'artificialité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une haine de la nature et il y a véritablement un goût pour l'artificiel. Tout ce qui est artificiel est bien, tout ce qui ne l'est pas est inintéressant. Il y a un mépris pour la nature, et là on voit bien comment les paradigmes changent complètement 140 ans après la publication de À rebours. On a ici une véritable apologie de l'artificiel, des artefacts, de tout ce qui va rivaliser définitivement avec la nature. Ça passe par les bijoux, et alors quand il collectionne les fleurs, par exemple, il va chercher des fleurs naturelles. Il dit, en gros, je ne vais pas faire comme ces imbéciles de bourgeois, acheter ou trouver des fleurs artificielles qui imitent les fleurs naturelles. Non. Des Esseintes est bien plus malin que cela. Il va chercher des fleurs naturelles qui imitent les fleurs artificielles et il va les trouver. Et effectivement, il va composer des bouquets absolument fantastiques qui ont l'air d'être complètement artificiels de par les essences de fleurs qu'il va choisir d'y mettre. Et puis quand même, pour terminer, parce que la fin du roman est assez intéressante et la chute ici renvoie à tout un tas de choses qu'on essaie de cerner depuis l'ouverture de cette introduction, c'est que Des Esseintes finira par partir. En tout cas, on l'imagine. La fin du roman est un petit peu laissée à l'imagination du lecteur, mais en fait Des Esseintes ne va pas bien du tout. Le personnage principal est malade, son corps est défaillant, il a mal partout. On a beaucoup parlé au cours des pages précédentes de son impuissance. Il a aussi quelques difficultés après avoir une vie assez débridée sur ce plan-là. Je vous passe la description de quelques-unes de ses maîtresses, dont la femme acrobate, qui est absolument étonnante et drôle, avec un mépris certain de sa part pour les femmes, qui est assez aussi... le mépris d'une époque qui effectivement trouve un écho un peu étrange de nos jours, mais que finalement Des Esseintes va devoir retourner à Paris. Et pourquoi retourne-t-il à Paris? Parce que le médecin va passer, que le médecin va lui expliquer qu'effectivement les questions physiques elles peuvent se régler, mais une chose ne se réglera pas, c'est sa névrose. Et sa névrose, elle se maintiendra, elle ne fera que se développer tant qu'il sera à l'isolement. Et donc le médecin va lui prescrire de retourner dans le monde. Et c'est un Des Esseintes qui va retourner à Paris pour raison médicale. Et donc pour raison médicale, il va devoir sortir
de sa claustration. J'en arrête là avec des Esseintes, et pour passer de la chambre des Esseintes, de la chambre de Harrebourg, cette chambre de moine qui devient une chambre effectivement de moine, mais totalement esthétisée, pour arriver à une autre chambre, moi, qui me hantait, même si ce roman aujourd'hui est un petit peu quand même démodé, mais qui a marqué toute une génération dans les années 20, le roman de Jean Cocteau, Les Enfants Terribles, 1929, dont on peut voir une version filmée par Jean-Pierre Melville, réalisateur, et Jean Cocteau pour l'adaptation, Les Enfants Terribles de 1950, et qui est un livre alors qui a marqué une génération parce qu'on y parle d'amour, on y parle de sexualité, on y parle d'inceste, on y parle d'homosexualité, avec ces personnages réunis entre eux, un frère, une sœur, Elisabeth et Paul, et puis un ami, Gérard, enfin une quatrième personne qui viendra bousculer tout cela, et avec la figure tutélaire de Dargelos, dont Paul est secrètement amoureux mais ne se l'avouera jamais, pour finir par trouver une jeune femme qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et dont il finira par tomber amoureux. C'est un drame puisque ça se termine mal, ça se termine par la mort de Paul, et le tout va alors c'est très insidieux, hein, ça se termine par une sorte de meurtre rituel entre le frère et la sœur, qui ont une relation évidemment incestueuse. Tout ça est fait avec un groupe, autour d'un groupe qui est totalement exclusif, qui exclut toute personne extérieure, et ça se passe dans une chambre. Et c'est la chambre qui est le réceptacle de ce drame et de ces transgressions, puisque ces enfants terribles sont évidemment en permanence transgressifs. Je cite ici Cocteau: « Aucune gêne n'existait entre la sœur et le frère. Cette chambre était une carapace où ils vivaient, se lavaient, s'habillaient comme deux membres d'un seul corps. » Cette claustration, cet enfermement, cette claustrophilie, puisqu'ils sont en permanence dans cette chambre, est là pour parler effectivement des transgressions. La chambre va être le réceptacle, mais aussi le générateur, à un moment donné, de relations monstrueuses, contre nature. Et le contre nature renvoie quelque peu à des Esseintes, mais il y a très certainement entre Huysmans et Cocteau quelques liens incontestables. Peu importe l'enveloppe, puisque lorsqu'ils vont prendre le train, dans la cabine de train, ils reconstituent la chambre. Quand ils sont à l'hôtel, et c'est ce que montre ici la baignoire, ils reconstituent la chambre. Quand Elisabeth, la sœur, finira par se marier avec un mari américain richissime, qui finira par mourir rapidement d'un accident de voiture, ils reconstitueront la chambre. Et en fait, la chambre reste pendant tout le roman et sera effectivement le lieu du drame, lieu final du drame, où se réfugiera dans une grande galerie absolument improbable, où Paul s'installera, quittant sa sœur pour se mettre à l'écart, et reconstituera la chambre avec un paravent et un tapis, où il reconstituera la chambre d'origine de la rue du Rocher. Peu importe, c'est cette idée effectivement que l'espace de la claustration ici reprend le dessus, et pour parler effectivement de toutes ces transgressions, cette chambre que l'on a vue alors revenir et ressortir fortement lors du confinement, lorsque est réapparu un texte de la fin du XVIIIe siècle, le texte de Xavier de Maistre, dont beaucoup de gens ont parlé, et qui s'intitule Le voyage autour de ma chambre, et qui a été lu et relu pendant cette période de confinement. Mais là, je vais repasser la parole à Anna-Lisa. Des intérieurs trop chargés, riches et luxueux des Esseintes, au voyage autour de ma chambre. Donc à cet intérieur, cette petite chambre sobre, vraiment qui est marquée par la sobriété, la frugalité, où ce jeune officier est contraint de passer 42 jours. Et pour ne pas devenir fou, en effet, il entame en effet un voyage dans cette petite chambre, en bougeant parmi les objets en zigzag, parce qu'il n'aimait pas trop la ligne droite, et il découvre donc des présences qui meublent nos intérieurs, et des présences qui sont inanimées, mais qui pour lui sont animées. Et donc il commence à dialoguer avec le canapé, avec la chaise, il découvre la beauté des matériaux,
à partir donc de ce roman où en effet le protagoniste fait voyage, mais tout en restant à l'intérieur de cette chambre. Cet artiste suisse, Adriana Beretta, en suivant donc les pas de la balade d'un confiné, a réalisé une exposition en 2018 dans un petit musée qui autrefois était un espace domestique sur cette tension entre rester et partir sans bouger de chez soi, et qui est toute construite autour de ces souvenirs de voyage, en réinvestissant les limites donc les murs du pourtour des pièces et ouvrant des fausses ouvertures, évidemment, qui dégageaient la vue sur des paysages urbains, mais qui n'existent pas en effet dans la réalité, ou des paysages marins qui étaient observables à travers des photos qui faisaient office de fausses ouvertures, et comme si nous étions sur un bateau. Et donc en concevant de nouveaux intérieurs, comme vous le voyez là, des nouveaux intérieurs qui sont, on pourrait dire, réduits à presque rien, donc au mur de clôture, aux enceintes, et dans l'intérieur qui existait. Donc, pour voyage autour de ma chambre, qu'est-ce que c'était? En effet, c'était un ode, on pourrait dire, à la méditation, donc une critique, en effet, des planificateurs. Donc, même dans un espace contraint, l'imagination choisit de vagabonder. Une chambre, si petite qu'elle soit, recèle des potentialités inconnues. On peut l'imaginer de manière toujours différente. Et chacun des objets devient donc une source de réflexion et de rêverie. Donc ce texte est un manuel, et c'est comme ça qu'Adriana Beretta l'a considéré, donc pour apprendre à faire voyager son âme toute seule, pour on pourrait dire doubler son existence. Et ces 42 jours passés enfermés dans cette petite chambre, ils sont en effet des célébrations des vertus de l'imagination que le protagoniste est contraint d'abandonner avec regret pour revenir, pour retourner aux affaires, donc pour revenir dans le monde. Donc cette exposition 2018, elle était intitulée Stanze et Distanze. C'est un titre assez difficilement traduisible dans d'autres langues. Ça serait chambre et distance, mais en italien, la particularité, c'est que stanze, vous voyez, c'est un mot qui est contenu dans distance. Donc, ça veut dire que donc, la distance, c'est l'éloignement du chez-soi et l'éloignement de la chambre habitée, mais c'est aussi partir tout en restant dedans. Comme Xavier donc, de Maistre l'a prouvé, donc il est possible de mettre à distance l'intérieur pour mieux le découvrir dans une condition d'enfermement dans ce même intérieur. Et cette condition d'enfermement, qu'est-ce qu'elle fait? Tout d'abord, elle enlève au regard la vitesse pour que l'œil ait une prise différente sur les choses. Donc ce sont les objets qui habitent nos intérieurs qui viennent vers nous. Ce n'est pas nous à aller vers les objets dont nous avons besoin à ce moment-là ou à un moment donné. Donc le regard du claustrophile est un regard ralenti, est un regard lent, ce qui lui permet de voir, de créer des familles d'objets, des agrégations temporaires d'objets, de faire parler les pièces entre elles, de les mettre en dialogue, de faire dialoguer donc les vraies ouvertures avec les fausses ouvertures. Et Adriana Beretta, à cette occasion, a en effet elle-même expérimenté que le vrai voyage a lieu à la fin du voyage et non pendant, donc dans un environnement clos qui permet de revivre cette expérience à l'aide de l'imagination productive. Là, je ne vais pas m'attarder sur l'imagination productive, donc, qui était introduite par Kant, après développée par Sartre et par Paul Ricoeur. Alors, la première œuvre que je voulais vous présenter, c'est la seule œuvre qui me semble intéressante pour ce discours. C'est donc Altri Spazi, c'est autre espace qui est composé, comme vous le voyez là, d'éléments en plâtre blanc qui évoquent un site archéologique. C'est une préfiguration de l'intérieur en cours de formation, car il est encore fluctuant entre plusieurs configurations possibles. Donc ce sont des traces qui affleurent au sol et qui suggèrent un espace de vie minimal, un peu plus que 16 mètres carrés, et que chaque visiteur est amené à reconstruire dans son esprit, dans son imagination, et à le compléter donc en intervenant
principalement sur la forme de cette enceinte qui reste ouverte. Et en effet, c'est la seule pièce où les portes-fenêtres des espaces d'exposition restent ouvertes et où la relation visuelle au paysage est possible et où le dispositif de la mise en abîme est en effet tangible. Donc vous voyez là un intérieur qui est ouvert sur un intérieur, qui est ouvert sur un extérieur. Bon, ici, donc ce sont les souvenirs des maisons vernaculaires minimales qu'elle avait visitées au Portugal, qui sont à l'œuvre, mais aussi des espaces domestiques archaïques que l'artiste avait redécouvert lors de son expérience au Niger. Et donc, ces espaces vraiment archaïques. Mais surtout, c'est la préfiguration d'un intérieur dont Adriana Beret essaie d'accentuer ce caractère de potentialité. Un caractère de potentialité qui était déjà qui était cher en effet à Wittgenstein, architecte de la maison de sa sœur Margaret, qui disait je ne me suis pas intéressé à construire un bâtiment, mais plutôt à voir les fondations des bâtiments possibles en transparence devant moi. Donc, ce petit espace n'est pas une parfaite mise en abîme de la pièce où il est installé, parce que vous voyez que les murs et les fenêtres, en effet, sont décalés. La configuration de la pièce est contestée. Donc, cette œuvre, en effet, propose un espace différent et propose aux observateurs d'imaginer d'autres plans. C'est un peu l'exercice auquel s'obligeait le protagoniste du voyage autour de ma chambre. Donc, d'autres plans pour arriver à la configuration que nous pensons être la meilleure pour nous, qui nous appartiendrait plus, mais qui n'existe pas en réalité. Alors, ces images nous rappellent le narrateur protagoniste de Le Terrier de Kafka, qui est engagé à faire et défaire la configuration de son intérieur, donc à imaginer tout le temps des plans complexes pour mieux sécuriser son lieu. Alors, son désir de vivre en toute quiétude séparé du monde, en effet, donc en claustrophile, s'avère impossible dans la mesure où il passe son temps à sortir de cette faramineuse tanière souterraine pour l'observer de l'extérieur si des réparations s'imposent pour que les ennemis ne s'infiltrent pas. Et donc à songer des améliorations, à construire des fausses entrées pour tromper ses ennemis imaginaires. Donc une phrase m'a semblé éclairante du fait que finalement sa demeure occupe toutes ses pensées, donc son intérieur il est complètement absorbé là-dedans et les travaux ne sont jamais arrêtés. Il dit le terrier me préoccupe trop. Et à la fin du récit, qui comme vous savez s'interrompt brusquement, on ne connaît pas la fin, le constructeur et sa construction apparaissent indissociables. Alors le constructeur entame une sorte de dialogue avec son œuvre, qui est décrite comme un être vivant. C'est un peu comme les objets, les meubles que le protagoniste du voyage autour de ma chambre rencontre dans son cheminement à zigzag autour de sa chambre. Alors il dit tout ce qui m'entoure me semble en émoi. Donc sont convoquées les émotions d'un intérieur qui est apparemment inanimé. Me semble me regarder, puis vite détourner le regard pour ne pas me gêner, puis s'efforcer de lire sur mon visage les décisions qui sauveront la situation. Alors, à cette occasion, l'artiste, en effet, il commence à réfléchir sur l'enveloppe de la maison minimale, qu'il absorbera pendant la pandémie où elle se renferme dans son atelier. L'atelier, c'est un espace domestique, c'est un espace complètement clos qui a juste une mansarde, donc juste avec des fenêtres qui donnent vers le ciel. Et elle s'adonne donc au démontage de la maison modèle iconique, donc, ce que nous pourrions considérer en effet comme le hiéroglyphe de la maison, tel que nous l'avons appris enfant à l'école, dans ses composants fondamentaux, donc le sol, le toit, les murs, et un souvenir qui est déclenché par le support qui reproduit le tableau noir des salles de classe, et qui porte en lui quelque chose de ludique et d'enfantin, mais aussi quelque chose de perturbant, car cette maison est présentée comme un lieu inaccessible, c'est un lieu introverti, sans ni porte et ni fenêtre, donc c'est un lieu, disons, de claustration.
Mais alors, l'artiste, là, elle se donnait pour tâche de cataloguer tous les gabarits qui pouvaient être associés à la même morphologie et qui, donc, par découpage et pliage, auraient reconstitué la même petite maison à la même échelle. Mais, chemin faisant, ces gabarits se sont révélés nombreux, presque infinis, et se sont révélés, vous voyez là, disons des déclinaisons, des variantes de cet exercice. Mais surtout, ce jeu de décomposition de la petite maison est devenu finalement le moyen de sortir de la petite maison, de s'éloigner de son chez-soi, car le gabarit, lui, suggérait autre chose. C'est-à-dire, par exemple, les figurines mécaniques d'Oskar Schlemmer, un chien assis, un autre bondissant, une danseuse, un avion, un cerf-volant, un vaisseau spatial. Et l'artiste donc nous suggère une nouvelle façon de jouer avec ces gabarits, en atténuant le référent maison et ainsi pour libérer, disons, l'imagination. Et là, à côté, on observe des configurations, disons, plus architecturales qui pourtant ne se renferment jamais et qui restent donc dans un état de suspension et restent ouvertes. Donc ce sont des espaces de claustration entre désir et transgression qui de manière métaphorique communiquent cette tension, la tension du claustrophile de se clore dans un claustrum, mais aussi cette volonté, disons, souhait d'aller au-delà, donc de rompre en effet la coquille. Et comme pour Fabrice Del Dongo, s'enfermer, se barricader était le seul moyen de penser plus intensément à sa fiancée, donc à Clélia, et plus les lieux dans lesquels il s'enfermait étaient petits et sombres, plus Fabrice était heureux, et plus il tombait malade, et plus ils étaient comme des cécentes d'ailleurs. Il ne mangeait plus, donc plus maigre et oui, plus il était malade, mais il était heureux parce que c'était donc cette situation d'enfermement, la condition où sa faculté d'imagination était aiguisée, une imagination qui opérait en vue de la rupture de la coquille et du claustrum. Alors je crois que le travail d'Adriana Beretta nous transmet que même enfermé signifie que même enfermé, en effet, nous restons des nomades, que nous avons toujours à notre disposition 1000 manières de faire entrer l'autre dans un espace qui est initialement réservé aux mêmes. Et n'oublions pas que dans l'espace claustrophile, en effet, on est toujours en deux. À deux, donc vers enfant ou patient analyste, dans une condition de co-identité. Et n'oublions pas que Facchinelli cherchait une solution à l'enfermement et se demandait comment rendre la zone claustrophile traversable. C'était ça son but. Et la conclusion à laquelle il était parvenu était d'introduire une discontinuité dans la continuité du claustrum. Donc la fermeture totale est pathologique, mais la fente, la lueur dans le claustrum est bénéfique car elle déclenche l'imagination, car elle peut finalement soigner. Et donc là, je rejoins ce que Alexis disait à propos de DC5. En effet, c'est le médecin qui lui dit basta cet état d'enfermement, donc il faut sortir de là, il faut retourner dans le monde. Donc la fermeture totale est pathologique, mais la rupture, l'ouverture du claustrum est bénéfique car elle déclenche l'imagination. Alors je voulais juste, je terminerai là parce que sinon ça va être trop long, avec une phrase d'un poète, un poète palestinien que j'aime beaucoup, qui est Mahmoud Darwish, et qui est un questionnement en effet pour un claustrophile. Alors, il dit, peut-être mon imagination est-elle plus précise que ma réalité. Quelle est finalement la différence entre la réalité et l'imagination pour un claustrophile? Alors, je te repasse la parole, Alexis. Je renonce à parler du Stockley. Peut-être on reviendra demain parce que oui, pourquoi pas. On va essayer d'aller vite là maintenant pour juste parler et rapidement de l'organisation de ces 2 jours, en tout cas de la trame de ces 2 jours, en rappelant d'ailleurs dans un premier temps l'appel à communication qui était organisé en 4 axes initiaux et qui aurait pu
ou dû organiser ces journées d'études. On avait posé comme premier axe qu'est-ce qui engendre et produit le goût, le désir et la nécessité d'enfermement, quelles sont les conditions qui produisent la claustrophilie, quels en sont les acteurs, quels en sont les moteurs et les motivations. Un deuxième axe, si l'environnement est un miroir rigoureux de l'investissement de notre psyché, comment ces lieux d'enfermement sont-ils organisés et articulent-ils le rapport entre l'espace et le temps? Ce rapport particulier change-t-il le comportement et la relation au réel des claustrophiles? Analysa en parlait à l'instant. Troisième axe, quelle est la nature des espaces et des objets de la claustrophilie? Qui les conçoit et pour qui? Ceux-ci sont-ils pensés ou impensés? Quatrième axe, la claustrophilie peut-elle être considérée uniquement comme un investissement morbide des limites? Est-elle également un accélérateur de processus créatifs et conceptuels? Alors en fait, le choix a été tout autre dans la construction de ces journées, puisque notre idée de départ, chère à Charlotte Poupon, était celle de la transdisciplinarité. C'est-à-dire comment effectivement faire intervenir des gens qui ne sont pas dans les mêmes domaines disciplinaires, qui n'ont pas les mêmes outils d'appréhension, pour tourner autour de cette notion à la fois simple et complexe, on l'a vu à l'instant, à la fois évidente et parfois un peu nébuleuse, et de faire appel au maximum de disciplines différentes et de points de vue différents. Ainsi, la première journée va commencer par une petite incartade ou petit pas de côté autour du confinement, un jour sans fin. L'espace et le temps d'une école, c'est effectivement l'idée de vous faire état ici d'un questionnaire ou d'une enquête faite au moment du confinement, juste après, à l'école Camondo, avec un tout petit échantillonnage, quelques 100 et quelques réponses, mais qui va permettre peut-être de dégager quelques thématiques. Et puis, ensuite, de faire intervenir ou d'écouter Manon Fauché, anthropologue, qui doctorante actuellement au LAVU, dans l'équipe Alter, va nous parler de l'ethnographie du graffiti dans les catacombes illégales de Paris, forme de claustrophilie et de confinement voulu, évidemment parfaitement consenti, mais qui nous ramène à cette question de la transgression que nous avons très largement déjà vue. Cet après-midi, nous écouterons Lise Bourdeau-Lepage. Cette fois-ci, c'est la géographe qui viendra nous parler du confinement, les bienheureux du confinement en France, mais cette fois-ci avec un échantillonnage de plus de 10 000 personnes interrogées lors d'une enquête, et donc avec des résultats autrement scientifiques que ce qu'on va vous présenter ce matin, mais qui nous permettront de continuer cette exploration du confinement et en quoi finalement il peut y avoir, ou il a pu y avoir, claustrophilie au moment de cet événement qui, pour le reste, est quand même globalement assez traumatique. Pour une claustrophilie de la paix, là cette fois-ci ce sont les architectes qui reviendront aux manettes avec Elisa Kulea-Ong qui nous parlera du travail de Lobos Wood et des espaces libres de Lobos Wood, ces scénarios expérimentaux, des structures libres, des free spaces, des zones libres symboliquement neutres pour partir, j'allais dire, à la conquête de la ville à travers des cellules. Pour enfin écouter Javier, alors il ne faudra pas qu'on prenne trop de retard parce que Javier sera en duplex depuis Lausanne, si je ne me trompe pas, pour nous parler de Scène de nuit. C'est un programme de recherche qui a été mené par la aide, alors là qui est vraiment un programme de recherche-action, de recherche par la pédagogie et avec la pédagogie du projet. Javier Contreras, architecte, nous parlera effectivement de cette expérience autour de la nuit et ce qui fait, j'allais dire, la ville et la société. Demain, à l'école Camondo, on va parcourir les mêmes thématiques, mais différemment, des univers bachelardiens présentés par le philosophe, aux espaces amniotiques présentés par l'architecte professeur en design d'espace, ou ensuite le travail de Michela Bassanelli et Carola D'Ambros autour du corps qui façonne l'architecture et, j'allais dire, à l'échelle du design et des dispositifs spatiaux, de quelques grands exemples du design et de l'architecture. Nous verrons l'après-midi le dispositif sonore de Stéphane Tidet, de la cabane à la capsule spatiale, donc de la cabane un peu primitive, primale, à la capsule spatiale, un travail tout autant spatial que plastique, qui nous sera présenté par Roland Mattard. Enfin, Santi Santineo nous emmènera dans le monde de l'opéra, donc on sera véritablement sur le domaine de la scénographie on devait ensuite écouter Nathalie Patine, lieutenant-colonel, docteur en médecine, qui devait nous parler des missions en Antarctique
et de la manière dont elles sont vécues par les gens qui les pratiquent. Malheureusement, Nathalie Paty ne sera pas là demain pour des raisons personnelles mais sérieuses et donc ne pourra pas nous rejoindre et on le regrette. Et la table ronde de fin d'après-midi et la conclusion arriveront tout simplement un peu plus tôt. Alors chacune de ces interventions sera suivie d'une table ronde et ça c'était un peu le principe de ces journées. Donc je regarde Manon Fauché qui se prêtera à l'exercice, mais on sera tous ensemble à croiser les points de vue et les regards sous la férule bienveillante de Charlotte Poupon qui nous organisera cette transdisciplinarité. Donc on va peut-être, on fait une pause ou on repart directement, comme ça on perd pas de temps puisqu'on a déjà beaucoup de retard. Pour rappeler peut-être, et sauf de Laurent, est-ce que pour chaque intervention il faudra changer de lien YouTube? Je m'adresse là aux gens qui sont en ligne. Vous regardez sur le programme et vous cliquez sur le lien YouTube de la prochaine intervention, me semble-t-il, pour suivre en direct. Laurent, tu confirmes? Voilà, on change d'adresse. Il faut aller cliquer sur le lien qui se trouve sur le programme, soit sur le site La Recherche École Camondo, soit sur les programmes que vous avez probablement reçus. Annelisa, je te passe la parole. Merci Alexis. Alors finalement, je te présente. Donc Alexis Markovic, c'est directeur de la recherche et des post-diplômes et enseignant en histoire de l'architecture moderne et contemporaine, des mémoires de diplôme à l'école Camondo Paris et à Camondo Méditerranée. Alexis, tu es chercheur au laboratoire Léa, histoire de l'architecture moderne et contemporaine de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Parmi tes publications, La Belle Époque de l'immeuble parisien, la production exemplaire, ordinaire et commerciale d'Albert, qui est sorti en 2016 et qui était en effet le sujet de ta thèse. Et ensuite plusieurs essais, dont l'imminente publication que j'ai eu le plaisir de co-diriger avec toi, Anne Lefebvre et Maforine, Les intérieurs aujourd'hui, analyse, projet et usage, qui devrait sortir donc en 2022, cette année, on l'espère, pour les presses du Septentrion de Lille. Alors, ton intervention est intitulée « Un jour sans fin, l'espace et le temps d'une école en confinement ».